je suis Corinne Prostre, je suis responsable des études économiques à l'INSEE et j'étais auparavant responsable de la division emploi où notamment on gère différentes enquêtes à l'INSEE sur le marché du travail, donc l'enquête emploi, mais également sur la formation des adultes et sur les compétences. Donc je sais que l'enquête PIAC a été présentée il y a 2 jours, donc typiquement cette enquête pour la France est gérée par la division emploi à l'INSEE. Donc je vais vous présenter un peu la formation vue par les statisticiens et telle qu'elle peut être évaluée par les économistes. Alors je vais tout de suite apporter une petite précaution d'usage. Donc en statistique, en économie, on essaye de monter en généralité, donner des résultats un peu moyens, généraux. Et donc souvent, les acteurs de terrain peuvent être un peu désarçonnés par le côté un peu trop général de ce qu'on peut dire. Donc on aura une séance de questions à la fin, donc n'hésitez pas à dire si vous trouvez que c'est vraiment trop général, mais il faut vraiment se mettre dans le point de vue d'essayer de monter en généralité et d'avoir une vision un peu globale, même si assez vite on se dit mais ça dépend. Donc je vais présenter des statistiques principalement de l'INSEE, même si dans ce champ-là, comme vous le savez, il y a d'autres acteurs tels que la DARES, le CEREC ou la ADEP à l'Éducation nationale. Alors ma présentation aura 3 parties. Je vais commencer par la formation initiale, c'est-à-dire les premières études, hein, lorsqu'on est jeune et qu'on obtient un diplôme au bout d'un certain nombre d'années d'études. Et quelque chose qu'on voit assez bien dans les statistiques, c'est l'effet du diplôme sur la vie active. Donc je vous présenterai différents graphiques qui résument un peu ça. Et puis après, on abordera plutôt la formation des adultes, la formation continue, notamment qui accède, qui participe à cette formation. Et en dernière partie, je vous présenterai quelques résultats d'évaluation des économistes sur le sujet de la formation continue. Donc pour commencer, la formation initiale. Alors, vu par l'économie, la théorie économique, la formation initiale est supposée apporter des compétences, alors à la fois cognitives et non cognitives. Il faut savoir que dans le champ des économistes, le non cognitif prend de plus en plus d'importance. On s'aperçoit que finalement, ce qui importe sur le marché du travail, c'est beaucoup les compétences, donc ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris techniquement et intellectuellement, mais également le comportement. Donc il y a toute une dimension en économie qui se développe beaucoup, c'est de comprendre comment le comportement joue également sur l'intégration, l'insertion dans le marché du travail. Donc pour visualiser ça, hein, si vous avez vu le film zut, j'aurais dû l'écrire, avec la personne handicapée et Omar Sy, Intouchable, merci, et Omar Sy, je crois, l'acteur qui l'aide. Il y a une scène évidemment qui marque lorsqu'il passe un entretien d'embauche et qu'il n'a absolument pas le bon vocable pour s'insérer dans l'entreprise. Donc ça, c'est toute une dimension qui se développe, qu'on étudie de plus en plus en économie. Donc l'école apporte à la fois des compétences intellectuelles et techniques, également un petit peu du comportement, on l'espère. Mais on considère aussi que l'école peut servir simplement à révéler des compétences qui sont déjà là, soit parce qu'elles ont été acquises au sein de la famille, soit parce qu'elles seraient génétiques. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie du signal, au sens où si certains d'entre vous ont fait une classe préparatoire, on voit qu'une classe préparatoire, on filtre les gens qui sont rapides, ceux qui ont réussi à apprendre, mais également ceux qui sont un peu naturellement rapides et qui peuvent apprendre des sujets très divers. Et à l'inverse, quelqu'un qui aurait plus le sens d'aller dans le détail, lui, va probablement pas réussir en classe préparatoire, alors qu'il aura juste d'autres compétences. Donc ça, c'est une autre façon de voir la formation initiale. Ça sert de filtre, ça sert de signal à l'entreprise. On dit, cette personne-là, elle a fait telle étude, elle a probablement telle compétence. Bon,
évidemment, il ne s'agit pas de partager le monde entre ces deux théories. Les deux sont probablement vrais. Donc l'école apporte des compétences et sert à révéler des compétences. Donc quand on dit qu'elle apporte des compétences, en économie, on dit que ça augmente le capital humain. Donc le capital humain, c'est ce qui représente toutes les connaissances de la société accumulées par les individus et qui, comme le capital, sont potentiellement créatrices de richesse. Donc c'est un terme qui évidemment est positif, est normatif et positif sur la formation, qui dit que la somme des compétences dans un pays forme un stock de capital pour lequel on a investi, puisque la formation c'est un investissement, et qui permet ensuite de produire de la croissance. Alors quand on réfléchit à la formation initiale, on pense d'abord au niveau individuel. Donc, comme je vous disais, la formation, c'est un investissement. Passer 10 ans à l'école, et notamment poursuivre après 16 ans ses études, c'est ne pas aller tout de suite sur le marché du travail et donc se priver d'un salaire. Donc c'est un investissement, et cet investissement a un rendement, c'est-à-dire que poursuivre ses études, notamment, permet d'accéder à des meilleurs salaires. Donc dans ce cadre-là, on dit qu'au niveau de l'individu, se former permet d'augmenter la productivité, permet de mieux s'insérer sur le marché du travail et d'obtenir des salaires plus élevés. Ça se complique quand on raisonne au niveau de l'ensemble de la société, au niveau collectif. Là, on parle de rendement social de l'éducation, et les choses sont plus ambiguës. Donc, typiquement, au niveau du pays, on a la somme des productivités individuelles, donc par exemple, la somme, le total des bacheliers en France, qui est un indicateur possible de la formation du capital humain en France. Mais il y a des externalités, c'est-à-dire que les individus, on ne peut pas juste les sommer, il y a des effets qui s'obtiennent du fait de l'ensemble de ces individus. Donc, en positif, on considère que plus la société est formée, a priori, plus ça va avoir un effet positif sur la productivité de l'économie. Donc une façon de voir ça, c'est par exemple via le progrès technique. On sent que pour poursuivre certaines améliorations, poursuivre l'innovation dans l'économie, on a besoin de personnes très qualifiées, d'ingénieurs très spécialisés, d'informaticiens très qualifiés, etc. Donc en ce sens, augmenter la formation de l'ensemble de la population permet d'améliorer le progrès technique de l'économie. Alors, je vous ai parlé de l'innovation. Alors, c'est deux façons dont on peut approcher ce concept. Par l'innovation, c'est-à-dire que ces ingénieurs très formés, ces chercheurs, vont permettre de trouver des nouvelles façons de produire, de trouver des nouveaux produits, donc d'améliorer la croissance, le progrès technique par l'innovation. Mais également, on le voit du côté adaptation, c'est-à-dire que si Google invente des nouveaux produits aux États-Unis, il faut pouvoir suivre, et pour ça, avoir des personnes qualifiées qui adaptent sur le territoire français ce qui a été inventé ailleurs. Mais on peut avoir des effets négatifs, donc c'est là où on peut avoir une certaine ambiguïté. Et notamment, il faut raisonner au terme sur l'ensemble du marché du travail. S'il y a trop de diplômés par rapport à ce dont les entreprises ont besoin, on peut finalement avoir un effet lié à l'offre et à la demande. S'il y a trop de diplômés, les salaires des diplômés peuvent baisser et finalement, on n'a pas ce rendement attendu de l'éducation. Donc ça, c'est un phénomène en sens inverse. Qu'en sociologie, on peut comparer au concept de déclassement. C'est-à-dire que s'il y a trop de diplômés et que les entreprises n'ont pas vraiment besoin de tous ces diplômés, on va leur faire des choses qui ne sont pas liées à leur niveau de diplôme, parce qu'en fait, le marché du travail n'a pas besoin de tous ces diplômés. Donc ça, c'est un effet en négatif qui fait que le rendement social de l'éducation n'est pas facile à appréhender. Et de fait, il n'y a pas un consensus complet sur ce rendement social de l'éducation, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, en termes de statistiques, pour vous faire visualiser un petit peu ce qu'on peut dire sur cette formation initiale, la plupart du temps, on résume la formation initiale par le niveau de diplôme.
Également le domaine d'études. On sait qu'avoir un master en sociologie et un master en physique, ce n'est pas tout à fait la même chose. On pourrait aller plus loin, comme je vous disais, ensuite le diable est dans les détails. Évidemment, le parcours joue, c'est-à-dire par exemple, il y a de plus en plus de cursus en double diplôme. Donc résumer ça par un seul diplôme est peut-être un peu restrictif. Et puis on sait également qu'un master de Paris 1 et un master alors je vais choquer des gens de l'université de Pau, ou je ne sais pas, ça n'est pas, bon, et puis ou d'une école d'ingénieur, ça n'a pas le même rôle de signal, le même signal par rapport aux entreprises, donc ça ne va pas avoir tout à fait le même effet. Malgré tout, lorsqu'on résume par le niveau diplôme, on voit des choses de façon assez nette, donc c'est très sensible. Alors, ce graphique représente le taux de chômage dans les 4 années qui suivent la fin des études. Donc, on demande aux personnes à quel âge, à quelle année ils ont fini leurs études, et on regarde les personnes qui sont sorties depuis moins de 4 ans. La courbe noire en haut représente le taux de chômage des non-diplômés, donc ce taux de chômage d'insertion. La courbe bleue en bas, celui des plus diplômés, c'est-à-dire les diplômés du supérieur, de l'université. Et la courbe rouge, l'intermédiaire, c'est-à-dire les diplômés CAP, BEP, Bac. Donc ce qu'on voit, c'est une gradation, enfin un taux de chômage extrêmement hiérarchisé. Le taux de chômage des non-diplômés est proche de 50%. Donc une façon de résumer ça, c'est dire que sur les 4 ans après la fin des études, un diplômé sur 2, les diplômés passent 2 ans au chômage. Les non-diplômés, pardon. La courbe bleue, elle, est autour de 10%, c'est-à-dire que les diplômés, en sortant de leurs études, sur les 4 ans, ils passent 5 mois au chômage, en moyenne, évidemment. Donc c'est une différence extrêmement forte qui montre bien que le diplôme est un élément crucial lors de l'insertion sur le marché du travail. Alors, ce qu'on peut voir aussi, donc ces courbes représentent ces taux de chômage depuis 1978. On voit évidemment la montée du chômage de masse jusqu'en 85. Donc, on a eu des fortes hausses pour un peu tout le monde, mais quand même beaucoup plus pour les non-diplômés, jusqu'en 85. Et puis, depuis, c'est à peu près le même niveau, mais avec des forts cycles. Et donc, notamment, ceux qui subissent les cycles, les cycles conjoncturels et les crises, ce sont les non-diplômés. Donc, vous voyez typiquement les tout derniers points. C'est la crise actuelle, et ceux qui subissent la hausse du chômage des jeunes actuellement, ce sont les non-diplômés, et finalement les diplômés, la courbe en bleu, on ne voit pas un effet très net de la crise. Donc pour l'instant, ils sont relativement protégés, même pendant la période d'insertion. Alors ça, c'est la période d'insertion, donc les jeunes. On sait que les jeunes, il est normal d'avoir un taux de chômage plus élevé que les plus anciens, puisqu'ils s'insèrent, ils arrivent et qu'il y a une file d'attente avant de pouvoir trouver un emploi. Lorsqu'on regarde les plus anciens, alors là, on est au-dessus de 10 ans d'ancienneté, les choses sont beaucoup moins nettes, heureusement. Au bout d'un certain temps, les non-diplômés réussissent à accéder à un emploi plus stable. J'ai gardé la même échelle pour qu'on voit bien la différence, mais il reste quand même un taux de chômage autour de 10% pour les non-diplômés. Donc une personne sur 10 est au chômage. Pour les plus diplômés, on est autour de 4%. Alors en économie, on considère que c'est normal, c'est ce qu'on appelle un taux de chômage frictionnel. 4%, c'est à peu près ce qu'on s'attend à avoir lorsqu'on considère que de temps en temps, les personnes ont une petite période de chômage entre deux emplois, lorsqu'ils ont souhaité changer d'entreprise ou du fait d'une fermeture d'entreprise, même s'ils n'ont pas souhaité. Donc, ce qu'on appelle un taux de chômage frictionnel. Donc, on ne s'inquiète pas du taux de chômage des seniors pour les plus diplômés. 10% pour les non-diplômés, en revanche, ça reste important. Alors, un autre indicateur pour mesurer comment se déroule l'insertion, c'est la part des emplois à durée limitée. Donc, les emplois à durée limitée sont les CDD et l'intérim. Et on sait que c'est quelque chose, ces emplois à durée limitée deviennent un passage important lors de l'insertion sur le marché du travail.
Donc là, de nouveau en noir, les non-diplômés, on est autour de 50%. Donc ceux qui ont un emploi, je vous rappelle qu'un sur deux est au chômage, ceux qui ont un emploi, la moitié ont un CDD ou sont en intérim. Pour les plus diplômés, ce n'est pas non plus négligeable, on est à 25%. Donc toujours dans les 4 années qui suivent la fin des études, hein, c'est beaucoup plus faible ensuite. Donc les emplois aidés semblent être vraiment un outil pour les entreprises, pour la période d'insertion et pour trier entre les jeunes d'une certaine façon. Et donc là encore, on a vu une très forte hausse dans les années 80 et 90, donc avec le développement de ce type d'emploi, et puis une stabilisation depuis 2000. Donc quand vous lisez dans les journaux de plus en plus de contrats aidés, toujours se méfier de toute façon quand on lit de plus en plus dans les journaux, en général ils n'ont pas regardé les courbes. Depuis 2000, c'est plutôt stable, même si c'est stable à un niveau élevé. Et enfin, un autre indicateur, c'est le salaire. Donc les bâtons bleus représentent les salaires de ces jeunes dans les 4 premières années. À gauche, les non-diplômés et à droite, les plus diplômés, c'est-à-dire l'enseignement supérieur long, c'est-à-dire plus de 2 ans à l'université. Donc là, on voit que le diplôme, de toute façon, permet d'accéder à des salaires plus élevés. Alors, ce n'est pas très net entre non-diplômés et bac, les bâtons du milieu. C'est-à-dire que le baccalauréat ne permet pas vraiment, au moment de l'insertion, d'accéder à des salaires plus élevés que lorsqu'on n'a pas de diplôme. Donc là, typiquement, on pense que l'effet du SMIC sur les jeunes écrase un peu la distribution des salaires en bas. Mais ensuite, si on a fait des études à l'université, dans le supérieur, on a des salaires plus élevés quand on est jeune. Et puis surtout, je vous ai représenté après en rouge et en jaune les niveaux de salaire lorsqu'on gagne en ancienneté. Donc en rouge, les salaires de 5 à 10 ans. Et en jaune, après 11 ans d'ancienneté. Ce qu'on voit très nettement, c'est des fortes augmentations des carrières salariales très ascendantes pour les diplômés que n'ont pas les moins diplômés. Donc non seulement le diplôme permet d'accéder à des salaires un peu plus élevés en début de carrière, mais mettre sur des carrières beaucoup plus ascendantes. Alors juste un petit point négatif, qui relativise un peu ça, ce sont ces courbes qui représentent les salaires pour tout le monde, mais sur longue période. Donc depuis 1990, et la courbe d'en haut, c'est évidemment le salaire donc des très diplômés enseignement supérieur long. Et ce qu'on voit, c'est que, alors on a corrigé de l'inflation, contrôlé de l'inflation dans ces courbes. Les cadres ont perdu sur longue période. Depuis 90, le salaire des cadres décroît progressivement une fois qu'on a corrigé de l'inflation. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des cadres n'a pas baissé, ils ont quand même gagné par rapport à l'inflation. Mais une fois qu'on enlève... non, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu. Ils ont perdu même par rapport à l'inflation. Donc le pouvoir d'achat des cadres a baissé sur la période. Tandis qu'en bas, donc la courbe verte des moins diplômés, a plutôt progressé très légèrement. Comment ? Ah, il faudrait le graphique, s'il vous plaît, derrière. A augmenté très légèrement, notamment soutenu par l'évolution du salaire minimum. Et donc là, on voit potentiellement le phénomène que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être un afflux important de diplômés sur le marché du travail, un afflux un peu trop important avec ce qu'ont pu absorber les entreprises, au moins sur cette période-là, puisqu'on ne peut pas forcément considérer que c'est un phénomène de long terme, a fait décroître le salaire des plus diplômés sur cette période. Néanmoins, comme on le voit, on garde cette gradation très nette. Donc le diplôme reste évidemment très valorisé. Il ne faut pas garder une vision trop négative de ce graphique. Ça reste évidemment très important, très intéressant sur le marché du travail d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. Mais cette situation relative s'est dégradée par rapport au 1990. Alors, en synthèse sur la formation initiale, avant de passer à la formation continue,
Donc au niveau de l'individu, on estime le rendement privé de l'éducation à 8%. Donc ce que ça veut dire, c'est que poursuivre ses études d'une année permet d'obtenir des salaires plus élevés d'environ 8%. Donc c'est loin d'être négligeable et ça reste extrêmement intéressant pour un jeune de continuer ses études lorsque c'est possible. En revanche, au niveau de l'ensemble du pays, comme je vous le disais, c'est plus compliqué et il n'y a pas de consensus total sur le rendement de l'éducation au niveau de l'ensemble de la société. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit que les non-diplômés ont une insertion très difficile. Donc l'idée d'empêcher, enfin de faire monter le niveau du bas de la distribution au niveau de l'éducation nationale reste un objectif très important. On sait notamment que chaque année, pour l'instant, enfin sur les générations les plus récentes, 20% des enfants d'une génération sortent sans aucun diplôme de l'école. Donc ça reste, c'est notablement un point problématique en France. Dans un pays avec un salaire minimum relativement élevé, on peut probablement pas se permettre d'avoir autant de non-diplômés. Et par ailleurs, sur le haut de la distribution, les plus diplômés, tous les enjeux de compétitivité, toutes les questions qui se posent actuellement sur la balance commerciale mettent évidemment en avant les questions de niveau de gamme et de R&D, de recherche et développement. Donc il y a quand même également un consensus pour dire qu'il faut des très diplômés. Donc la question peut-être plus complexe, c'est à la fois il faut monter le niveau des plus bas, des non-diplômés, et il faut des très diplômés. On sait moins bien ce qu'il faut faire du milieu. Alors, sur la formation des adultes, par rapport à ce que je disais sur la formation initiale, en théorie, on pense que la formation des adultes apporte a priori des compétences. Je dis a priori parce que c'est un peu plus compliqué que pour les enfants. Notamment, se pose la question de la motivation, de la capacité à apprendre. Les formations sont de durée courte. Est-ce que vraiment on a le temps d'accumuler de nouvelles connaissances? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer ensuite, qu'on va garder en tête? Donc, il y a plus de questions sur l'efficacité directe au niveau de l'individu, sur l'apport en compétences des formations des adultes. En plus de cela, même si on considère que la formation apporte des compétences, il y a plusieurs questions qui se posent. Pour les chômeurs, est-ce que ça permet vraiment de retrouver un emploi plus vite, voire de retrouver un meilleur emploi? Est-ce qu'il y a un effet de stigmatisation de la formation des chômeurs? Pour les salariés, on a d'autres questions qui se posent. Ce sont des formations de durée courte. Alors, est-ce qu'elles permettent d'accéder à des compétences spécifiques à l'entreprise ou bien au contraire plus généralistes, qui permettrait notamment de se reconvertir le cas échéant? Et puis les questions qui ont été beaucoup analysées, et je vous présenterai les résultats un peu tout à l'heure, sont le lien entre la formation, la productivité du salarié. Donc est-ce que la formation augmente la productivité du salarié? Et ensuite, si elle l'augmente, quel est l'impact sur les salaires, sur la stabilité de l'emploi, sur la capacité à se reclasser le cas échéant, et enfin sur la productivité de l'entreprise. Alors, la formation continue a de multiples facettes, et notamment certaines formations sont diplômantes. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, comme le diplôme, on sait, a un impact assez fort sur la carrière, la formation diplômante peut constituer une seconde chance. Et elle n'est pas totalement négligeable en France, puisque, par exemple, en 2011, 121 000 diplômes ont été délivrés en formation continue. Néanmoins, il s'agit quand même beaucoup de diplômes d'enseignement supérieur. Donc 70% de ces diplômes étaient des diplômes d'enseignement supérieur. Donc ce n'est probablement pas majoritairement les non-diplômés qui accèdent à ces formations diplômantes. Et donc, pour montrer que ce n'est pas négligeable, en fait, 11% des personnes âgées de 30 à 69 ans ont obtenu leur plus haut diplôme grâce à la formation continue. Donc une personne sur 10 a augmenté son niveau de diplôme grâce à la formation continue diplômante.
Alors par la suite, je vais parler des formations plutôt non diplômantes, donc les formations pour raisons professionnelles, formation des adultes toujours. Alors quel est l'accès à cette formation ? 40% des personnes âgées de 25 à 64 ans ont participé à au moins une formation pour raisons professionnelles au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Donc c'est une enquête qui a eu lieu en 2012. Grosso modo, en 2011, 40% des personnes se sont formées au moins une fois dans l'année pour des raisons professionnelles. Ces 40% se déclinent en 49% des personnes en emploi et seulement 27% des chômeurs. Donc c'est quand même beaucoup. L'emploi est évidemment une aide pour accéder à la formation. Alors, est-ce que c'est beaucoup ? Pas beaucoup, 40%. On peut se comparer aux autres pays puisque c'est une enquête européenne pilotée par Eurostat qui a permis d'avoir ce chiffre. Donc les petits bâtons représentent les taux pour différents pays. En noir, la France, 40%. Et en gris, le premier, la zone euro, et le deuxième, l'Union européenne. Donc la France est proche de la moyenne de la zone euro, ce qui est plutôt pas mal et assez fréquent en fait sur un certain nombre de statistiques. La France est très souvent dans la moyenne. En haut, ce sont les pays scandinaves, sans surprise, donc qui ont une forte tradition de formation tout au long de la vie. Et puis l'Allemagne est juste à côté de la France, donc pas loin du tout. Et en dessous, on a les pays du Sud, les pays de l'Est, et puis, de façon un peu surprenante, le Royaume-Uni, qui est à 20% seulement. Donc, 40%, c'est plutôt une bonne moyenne, un bon taux d'accès à la formation. Ce qui est souvent présenté, néanmoins, c'est les inégalités d'accès, c'est-à-dire que ces 40% sont spécifiques. Donc le premier graphique en bleu représente ces taux d'accès par âge. Le plus élevé, ce sont les jeunes. 55% des 25-34 ans suivent une formation dans les 12 mois qui précèdent. Et pour les 55-64 ans, le taux s'élève à 38%. Bon, je m'attendais à plus de différences. C'est finalement pas si catastrophique, mais néanmoins dans une problématique de faciliter le maintien des seniors sur le marché du travail. Bon, on a une petite question sur le 38%. Alors, le graphique en rouge représente le taux d'accès selon la profession. Et donc là non plus, ce n'est pas un scoop, ce sont principalement les cadres qui se forment. Donc 70% des cadres ont suivi une formation dans l'année précédente. Et lorsqu'on part sur la droite jusqu'aux ouvriers, le dernier bâton rouge, on est à 35%. Donc 35% des ouvriers ont suivi une formation l'année précédente contre 70% des cadres. Et là, ce graphique représente le taux d'accès selon la taille de l'établissement. Donc là, de nouveau, on voit que être dans une grande entreprise offre un meilleur accès à la formation et que les petites entreprises, il est plus difficile de se former dans les petites entreprises. Bon, j'imagine que là, je ne vous apprends pas grand-chose. Alors, cette question de l'inégalité d'accès, pour les économistes, est ambigu. Il y a des raisons intrinsèques pour lesquelles qui permettent de comprendre pourquoi ce sont les cadres notamment qui accèdent le plus à la formation, également les jeunes. Je vous ai dit tout à l'heure que accumuler de nouvelles compétences, c'est plus facile lorsqu'on est jeune et ça devient plus difficile en vieillissant. Donc, on interprète ça en tant qu'économiste en termes de rendement. L'entreprise a intérêt à offrir des formations aux salariés pour lesquels le rendement sera le plus élevé, et donc aux personnes qui bénéficieront le plus de ces formations, donc typiquement les jeunes, également les cadres. Donc pour les cadres, on sait qu'apprendre est plus facile quand on a déjà accédé à un haut diplôme plus jeune. Et puis, pour les cadres, on peut considérer qu'il y a ce qu'on appelle des externalités positives. C'est-à-dire que si on suppose que si on offre une formation management à un manager, et si on suppose que cette formation management lui permet d'apprendre à bien manager,
On imagine que ça va augmenter la productivité de toute l'équipe et pas seulement du cadre lui-même, évidemment. Donc, c'est ce qu'on appelle des externalités positives, au sens où former ce cadre permet d'augmenter la productivité de tout le monde, toute son équipe. Et donc, c'est plus rentable de le former lui plutôt que former individuellement chacun des membres de l'équipe. Alors, du coup, on a commencé à rentrer dans la question des évaluations. Donc, c'est la dernière partie de ma présentation que j'ai intitulée « Évaluer tout un art ». Donc, je vais vous présenter un petit peu les évaluations les grands résultats d'évaluation d'économistes. Mais tout d'abord, je voudrais vous expliquer en quoi c'est difficile. Alors, par exemple, si on se pose la question d'évaluer l'impact de la formation sur les salaires, donc c'est la question qui a été le plus traitée dans la littérature économique. Est-ce que les salariés qui suivent une formation ensuite obtiennent de meilleurs salaires, parce qu'on considère en économie que le salaire reflète en partie la productivité du salarié, et donc s'il s'est formé, il est plus efficace, il devrait avoir plus de salaire. Pour cela, il ne suffit pas de mesurer les salaires après la formation, de dire, voilà, j'ai tels individus, ils ont suivi une formation, je vais regarder quel salaire ils obtiennent ensuite. Ça ne suffit pas parce que, justement, ceux qui accèdent à la formation sont spécifiques. Comme je l'ai dit, ils sont plus diplômés, ils sont plus motivés, probablement. Ils sont peut-être plus jeunes, ils sont dans des grandes entreprises. Donc, ils sont très spécifiques. Et si on comparait avec ceux qui ne suivent pas de formation, on aurait des effets qui ne sont pas du tout ceux de la formation, mais juste les effets de qui ils sont, où est-ce qu'ils travaillent. Et également parce que, comme je vous le disais, il y a des différences de motivation. Donc la personne qui se forme, si c'est justement celle qui est le plus motivée, elle va avoir de meilleurs salaires, peut-être juste parce qu'elle est motivée et pas parce qu'elle a appris des choses lors de sa formation. Donc les économistes, leur travail, c'est d'essayer de trouver une méthode pour reconstituer ce qu'on appelle un contrefactuel, c'est-à-dire essayer d'imaginer ce qui serait advenu de cette personne si elle n'avait pas suivi de formation, et trouver pour ça un clone qui n'a pas suivi de formation. Ce sont des méthodes qu'on essaye les plus convaincantes possibles, mais qui ont forcément toujours un peu de fragilité, puisque, comme je vous l'ai dit, le clone n'existait pas. Enfin, ça, vous le saviez, mais ça n'est pas simple d'essayer de construire ce contrefactuel, qu'on appelle également un groupe de contrôle. Un groupe de contrôle dont les caractéristiques observées se rapprochent le plus possible de celles des agents qui bénéficient de la formation. Donc, pour finir sur cet aspect méthodologie, un exemple, quelque chose qui se développe davantage, me semble-t-il, pour les demandeurs d'emploi que dans les entreprises, mais vous pourrez m'en dire plus peut-être tout à l'heure, sont les expérimentations aléatoires. Donc, la logique est celle qu'elle a été, en fait, les économistes se sont inspirés énormément de ce qui est fait en médecine. On a un groupe à qui on administre le médicament, donc là la formation, et un groupe tiré au hasard auquel on ne donne pas de formation. Et on va comparer s'ils ont été bien tirés au hasard et si les gens sont comparables en dehors de cet aléa qui a été de fournir ou pas la formation, on va pouvoir comparer ce qui se passe pour les formés et pour les non formés. Donc ça, ce sont des choses qui se développent un peu dans différents pays, qui posent beaucoup de difficultés, notamment éthiques. Est-ce qu'on a le droit de tirer les gens au hasard et certains de leur faire bénéficier de quelque chose de possiblement positif? Donc c'est pas simple. Ensuite, il faut que le hasard soit bien fait et que la façon dont on administre la formation soit le plus neutre possible, c'est-à-dire qu'on fasse comme d'habitude. Alors que si on sait qu'on est dans une expérimentation, on a tendance à faire mieux que d'habitude et à se dire je veux que ça marche, alors je vais mieux former que ce que je fais habituellement. Donc c'est des méthodes compliquées, mais qui peuvent peut-être vous faire réfléchir, je ne sais pas, au sein des entreprises, s'il y a moyen de mettre en place ce type de choses. Et en tout cas, c'est ce qui convainc le plus les économistes en ce moment dans la recherche d'évaluation de différents dispositifs. Alors, brièvement, les résultats très généraux. Donc, je sais que ça va vous choquer parce que c'est vraiment une montée en généralité un petit peu forte. Les résultats des évaluations. On trouve plutôt des rendements salariaux faibles, c'est-à-dire que les salaires des personnes formées ne sont pas plus élevés que les personnes pas formées, notamment pour les moins qualifiés.
Donc le salarié ne retire pas de bénéfice salarial net de sa formation. On trouve un lien un peu positif, donc c'est ambigu, toutes les études ne sont pas totalement sur ce résultat-là, mais plutôt positif, entre la formation et la stabilité de l'emploi, et notamment pour les formations spécifiques. Donc ça se comprend, c'est-à-dire qu'une entreprise va offrir des formations liées au poste de travail, liées à ce dont elle a besoin. Et le salarié qui a suivi cette formation spécifique, finalement, c'est une façon de fidéliser le lien de fidéliser le salarié, et puis le salarié lui-même a intérêt à rester dans cette entreprise puisqu'il s'est formé pour être en accord avec ce dont l'entreprise a besoin. Et également, en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, la formation, c'est un investissement. Ça augmente l'intérêt pour l'entreprise de garder le salarié puisqu'elle a investi dans une formation pour ce salarié. Donc, finalement, on considère que la formation bénéficie davantage aux entreprises qu'aux salariés. Et notamment, oui, j'ai oublié ce point-là, je crois. Et notamment, oui, on trouve un effet positif de la formation sur la productivité de l'entreprise et même sur sa rentabilité. Donc ça, c'est ce qui, a priori, ressort le plus des études. Les entreprises qui forment leurs salariés augmentent leur productivité et leur rentabilité. Et donc, au final, on trouve que la formation bénéficie davantage aux entreprises qu'aux salariés, notamment peut-être parce que les entreprises forment les salariés pour lesquels la formation est la plus rentable, qu'elles offrent des formations spécifiques pour fidéliser les salariés. Et donc, ça explique en retour ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les inégalités d'accès à la formation. Si l'entreprise forme les salariés les plus rentables, ça ne va pas forcément être les ouvriers et les employés, mais peut-être davantage les jeunes et les cadres, en allant évidemment très vite. Et donc, ça rejoint, je pense, des réflexions sur les réformes récentes pour que les salariés puissent être acteurs de leur formation, puisque effectivement, les études économiques semblent dire que pour l'instant, ce sont les entreprises qui sont plutôt qui bénéficient de ces formations et que les salariés, eux, sont moins acteurs de leur formation. Donc là-dessus, bon, je pense que vous connaissez mieux les termes du débat que moi, mais dans une réflexion sur le reclassement, la flex-sécurité, ce point va plutôt dans le sens de dire que la gestion actuelle de la formation bénéficie davantage aux entreprises qu'aux salariés. Et sur les chômeurs, on trouve un effet ambigu, je dirais malheureusement, parce qu'on attendrait encore plus de la formation des chômeurs que de la formation des salariés finalement. Et malheureusement, la formation des demandeurs d'emploi accroît la durée du chômage. Donc ça, c'est quasi automatique. C'est-à-dire que pendant qu'on se forme, on n'a plus beaucoup de temps pour chercher un emploi. Et donc, de fait, la période de formation décale la sortie du chômage. Mais heureusement, la formation des demandeurs d'emploi semble augmenter aussi la durée de l'emploi retrouvé. Donc, semble être bénéfique sur la stabilité de l'emploi et la qualité de l'emploi qui a été retrouvé. Donc, c'est un effet ambigu, plus de chômage, mais un meilleur emploi. Il est très difficile de faire vraiment un calcul coût-bénéfice global. Et donc, alors, en petite synthèse, donc je vous ai expliqué un petit peu. C'est difficile d'évaluer, donc il n'y a jamais de preuves formelles. Et même si on attend beaucoup des économistes, ils ont un peu de difficulté à être totalement convaincants dans ce qu'ils évaluent. Malgré tout, il y a différentes méthodes qui se développent, et notamment les expérimentations contrôlées. Et puis, petit message venant de l'INSEE, vous n'allez pas me trouver très crédible, mais les économistes, pour évaluer, ont besoin de données très précises. Donc évidemment, ça va à l'encontre de tous les besoins de simplification administrative et de ne pas solliciter trop les entreprises. Donc, données très précises qui ne sont pas toujours disponibles. Et puis, notamment parce que, comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai dit, les études sont souvent très générales sur une formation au sens général, alors que très vite, on a envie de se dire, ça dépend de la durée, ça dépend de qui a formé, ça dépend de qui est formé. Donc, on a besoin de savoir précisément quel type de formation, et même au niveau de l'entreprise, quel type d'entreprise.
Donc, on a besoin de plus d'évaluation et peut-être même au niveau de l'entreprise, il y a des possibilités pour évaluer des choses très partielles, mais qui permettent d'accumuler des connaissances sur ce champ. Alors, je vous ai mis là pour en savoir plus, c'est-à-dire que les résultats des évaluations des économistes, je me suis beaucoup inspirée du livre de Marc Ferracci, Évaluer la formation professionnelle. J'ai une petite faute de frappe sur mon diaporama. Et puis quelques références INSEE pour retrouver les graphiques et les statistiques que je vous ai indiquées. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je réponds à toutes les questions que vous pourriez avoir envie de me poser. Merci beaucoup Corinne Pross pour votre conférence qui en fait a conforté, éclairé, précisé en même temps l'intervention de Jean-Hervé Lorenzi que vous n'avez pas entendu. Il a prononcé la conférence inaugurale et lui aussi s'était beaucoup inspiré des lectures, en particulier de l'INSEE, du CEREC, de l'OCDE, de Rostat, etc. Et je pense que vous nous avez donné des clés, là, notamment par rapport aux externalités positives dont vous avez parlé, sur les effets de la formation. Et quand même, on est un petit peu, voilà, on essaie de trouver des pistes d'explication. Et on voit que vous aussi, vous avez du mal à calculer le calcul coût-bénéfice global. C'est aussi quelque chose qui est difficile à appréhender pour vous. Néanmoins, les précisions que vous nous avez données sont très intéressantes et je pense que vous avez sans doute des questions. Donc, nous avons déjà une question. Merci de vous présenter pour que Corinne puisse répondre plus précisément peut-être à votre question. Bonjour, Larbi Chiran, Unagessif, au passif hors-champ. J'aimerais en fait vous parler de l'effet protecteur, si j'ai bien compris, du diplôme, que celui-ci soit acquis en formation initiale ou en formation continue. Est-ce que cet effet protecteur est aussi observé dans d'autres pays européens que la France ? Oui, enfin, il est observé, mais je ne saurais pas dire dans quelle ampleur, si c'est totalement comparable ou pas. Mais oui, c'est un phénomène général. De façon générale, le diplôme, partout dans le monde, reste important pour protéger et pour accéder à des meilleurs emplois. Monsieur ? Jean-Pierre Gilquin, président du FONGECIF Rhône-Alpes, FONGECIF dans le champ. Question de spécialiste. Merci madame de cette présentation, notamment sur la formation continue. Mais je ne voudrais pas que vous repartiez avec uniquement cette impression que la formation va toujours à ceux qui en ont le moins besoin. Alors c'est vrai que ça apparaît, je ne veux pas contester ce qui est affiché, mais je crois que vous l'avez dit d'ailleurs dans votre intervention, c'est plus l'effet scénario entreprise et sur le scénario individu, vers lequel les réformes tendent de plus en plus. On voit bien que les stratégies individuelles, pour ce qui concerne le passif dans lequel je suis, Rhône-Alpes, donc 10% comme de la France, mais je crois que l'ensemble du réseau affiche à peu près les mêmes statistiques. Nous sommes un modérateur conséquent de cet effet, puisque là, c'est à front renversé. Ce sont bien les employés ouvriers qui en bénéficient le plus, et ceux des salariés des entreprises, des plus petites entreprises. Et je crois que ça mérite d'être souligné. Après, on a une caractéristique homme-femme à peu près équilibrée, et je pense que ça mérite d'être souligné parce que cette annonce, cette sempiternelle annonce que la formation va toujours à ceux qui en auraient le moins besoin est assez, je dirais, rédhibitoire, et il nous faut tordre le cou à cette affirmation. Alors, je suis entièrement d'accord, mais je voudrais moduler un petit peu ce message. C'est-à-dire que l'annonce n'est pas fausse, ce sont mes statistiques et mon enquête. Simplement, il faut justement contrecarrer le message que ça véhicule et ce que peuvent en dire les gens, puisque derrière, les choses sont compliquées. Je n'ai pas dit que ça va à ceux qui n'en ont pas besoin, puisque notamment les entreprises ont intérêt à former les cadres pour que ça ait des externalités positives sur l'ensemble des employés de l'entreprise. Donc du point de vue de l'entreprise, et je pense qu'en France, on a aussi envie que les entreprises gagnent en productivité.
Donc, ce n'est pas un message négatif en soi que de dire que les entreprises forment leur cadre. Si c'est là où c'est le plus efficace et où ça permet de gagner en productivité, ça a aussi des effets bénéfiques. Simplement, lorsqu'on se met plutôt dans une perspective taux de chômage et reclassement et trajectoire, sécurisation des trajectoires des salariés, là, effectivement, le diagnostic est différent. Et puis, je dirais d'une certaine façon, ça justement légitime le fait que des organismes contrecarrent ce mouvement. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des entreprises qui ont leurs propres besoins, mais on a peut-être la nécessité de mettre à côté d'autres types de formations qui sont, elles, plus ciblées sur les salariés et qui protégeraient les salariés. Mais ce sont deux logiques différentes et la logique des entreprises n'est pas mauvaise en soi. Merci. Une autre question, monsieur? Oui, je voudrais savoir s'il y a des études... Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Jérôme Merclin, gérant de la société Tawan. Je voulais savoir s'il y a des études qui montrent la part de PIB consacrée à la formation en Europe. La part de PIB consacrée à la formation. Oui, je ne les ai pas sous la main, mais oui, je pourrais vous retrouver le chiffre tout à l'heure. Y a-t-il d'autres questions? Ce qui est compliqué derrière, excusez-moi de ne pas répondre, je ne l'ai pas là, mais c'est ensuite ce qui est important, c'est non seulement de connaître la part du PIB consacrée à la formation, mais qui paye. Donc également d'avoir la séparation en fonction du type de financeur. Et donc notamment quelque chose que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, ce sont les barrières, ce que les économistes appellent les barrières à la formation, les problèmes d'accès. Et donc typiquement pour les demandeurs d'emploi, on demande aux demandeurs d'emploi de trouver un financement pour certaines formations. Et ça peut expliquer là encore les inégalités d'accès, au sens où s'il faut trouver un financement pour se former, certains ne vont pas y arriver et ne vont pas pouvoir accéder à la formation. Monsieur? C'est Diakité Sanoussi, du Sénégal. Je voudrais savoir comment se fait le choix de vos indicateurs. Est-ce que c'est vous, en tant qu'économiste, qui choisissez vous-même vos indicateurs, ou bien ça procède d'un cadre politique plus global? Et par quel processus cela est validé? C'est une longue évolution, mais le taux de chômage est quand même assez consensuel pour... comment dire a une existence longue dans la façon d'appréhender le marché du travail. Donc, il est assez naturel d'aller regarder le taux de chômage, d'aller regarder les salaires. Mais ensuite, comme je disais, on peut avoir envie de creuser, d'aller plus loin. Notamment, lorsque je vous ai montré le taux de chômage des non-diplômés, ce que ça cache, c'est aussi l'inactivité des non-diplômés. Un certain nombre d'entre eux, notamment sur les plus anciens, sont découragés et en fait sortent du marché du travail. Donc un indicateur en général ne suffit pas et a toujours des inconvénients, donc il faut aussi compléter. Mais le taux de chômage, typiquement, c'est un indicateur qui a été construit par le BIT au niveau international, donc le Bureau international du travail. Donc ce sont des indicateurs qui sont réfléchis plutôt par les statisticiens que par le politique, et de façon maintenant de plus en plus internationalisée. Donc, l'enquête sur la formation continue, je vous l'ai dit, c'est une enquête européenne gérée par Eurostat, donc, qui est l'Office de statistique européen. Donc ce sont de plus en plus des enquêtes internationales qui sont utilisées, mobilisées pour mesurer ces phénomènes. Alors, justement, Andreas Schleicher nous avait parlé avec l'enquête PIAC d'indicateurs un peu nouveaux. Quelle est la tendance justement d'évolution peut-être des indicateurs? On parle de RSE, on parle d'autres points de focus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre point de vue justement très informé de l'INSEE, de prise en compte peut-être de nouveaux indicateurs par rapport à la formation? Par rapport à la formation ou au marché du travail de façon plus générale, ce que je disais au début, c'est le non cognitif. C'est-à-dire, de plus en plus, on essaye de prendre en compte non seulement les compétences intellectuelles ou techniques, mais également le comportement, la façon de se présenter, de faire une présentation, une conférence. Voilà, donc tout ce qui est non cognitif, on essaie de l'aborder, mais c'est évidemment très compliqué, plus compliqué de demander aux gens est-ce que vous savez faire une présentation orale que de demander quel est votre diplôme. Également beaucoup de psychologique, ce qui intervient, ce qu'on essaye de mesurer plus finement, effectivement, c'est la motivation.
Donc ça, ce sont aussi un petit peu des dominantes anglo-saxonnes, hein, mais qui semblent ressortir. C'est-à-dire que ce qui semble jouer également dans l'accès au marché du travail et les salaires, etc., ce sont des confiance en soi, une motivation, différents indicateurs d'ordre un peu psychologique et qu'on essaye de mesurer un petit peu dans nos enquêtes. Mais je dirais que de toute façon, on ne va pas exclure le cœur qui est taux de chômage, salaire, ce type d'indicateur. D'accord. Y a-t-il une autre question? Monsieur? Bonjour, Hervé de Mazure, CCI France. J'avais une question moi, concernant votre graphique qui compare la France avec les autres pays d'Europe en termes d'investissement en formation. Enfin, une double question. La première, c'est, vous dites on est dans la moyenne européenne, ce qui n'est pas trop mal. Je me dis, par rapport à la spécificité nationale de notre appareil, on devrait être bien au-dessus, puisque je crois qu'on est l'un des rares à avoir un système aussi organisé, voire contraignant jusqu'à un passé récent pour la formation. Donc, est-ce que c'est une remise en question de l'efficacité de notre système, ou est-ce que, autre hypothèse, qui a été évoquée dans un atelier hier, avons-nous tous la même définition de l'action de formation au niveau européen? Parce qu'hier, il y avait un atelier où une personne disait qu'en Belgique, il comptait toutes les réunions en formation. Et dans ce cas-là, est-ce que ça ne fausserait pas un peu votre étude? Oui, alors je vais commencer par le deuxième point. Effectivement, c'est une enquête un peu compliquée. Où on essaye de définir au plus près ce qu'on appelle une formation. Donc l'enquêteur, quand il va voir les ménages, il déroule une série de définitions pour dire voilà ce que j'appelle une formation. Donc on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus précis possible pour que ce soit comparable internationalement. Donc effectivement, notamment formation sur le poste. Quelqu'un qui se met à côté son poste de travail, est-ce qu'on appelle ça une formation? Formation en réunion, conférence, etc. La définition qui a été retenue est relativement large. Donc, typiquement, là, vous êtes en formation, puisqu'on avait mis les conférences. Donc, je suis heureuse d'avoir contribué à votre augmentation, je l'espère, de vos compétences. Donc, ça a été, ils ont essayé de faire quelque chose de très précis pour que ce soit comparable. Alors, sur le premier point, oui, c'est un peu la question de tout à l'heure, en pourcentage du PIB, combien est-ce qu'on met d'argent? Et on pourrait se poser la question également, on se la pose souvent sur la formation initiale, on a tel niveau de diplôme en France, lorsqu'on compare par rapport aux dépenses d'éducation nationale en France et qu'on fait cette comparaison avec d'autres pays, on voit qu'on dépense plutôt plus pour avoir un niveau de diplôme plutôt inférieur, ou de niveau de compétence plutôt. Donc là, typiquement, effectivement, on dépense plutôt plus en formation continue et on a un accès moyen à la formation. Bon, je ne pourrais pas répondre à votre question, évidemment, mais effectivement, certains d'économistes pensent que le système français du pourcentage obligatoire de financement des entreprises, de la formation professionnelle, est peut-être trop contraignant et justement donne trop de poids aux entreprises par rapport aux trajectoires des salariés, à la sécurisation de leur carrière professionnelle. Mais comme je disais, des calculs coûts-bénéfices complets sont toujours extrêmement compliqués à faire et notamment en comparaison internationale, c'est vraiment quelque chose que je ne me suis pas aventurée à faire. Merci. Avez-vous une autre question? Je ne vois pas de main se lever, je pense. Moi non plus. Alors, Corinne Pro, merci infiniment pour la précision et la qualité de ce que vous nous avez apporté. Je crois que nous avons tous apprécié, en plus, la façon dont vous nous disiez, avec les précautions oratoires, la façon dont les économistes appréhendent la formation du point de vue d'un économiste, ce qu'un économiste pense, et je crois que ça nous fait vraiment beaucoup de bien d'avoir ce dialogue et de pouvoir mettre à distance un peu la façon dont nous voyons les choses, dont nous les apprécions, et d'avoir cette mise en perspective avec à la fois d'autres pays, avec d'autres champs d'observation. Donc je vous remercie infiniment de cette conférence. Mesdames, Messieurs,